Bienvenue à la première webinaire tout le monde. Je suis Calvin Wong, président de la Fédération canadienne des sociétés orchidophiles. Nous sommes très heureux que David Lafarge est notre conférencier aujourd'hui sur le sujet de Phalaenopsis bleu. David Lafarge est diplômé de l'Université de Bordeaux. Il a suivi une formation supérieure en biologie végétale, génétique et développement des plantes. Orchidophile depuis de nombreuses années, il a commencé à collectionner les plantes à l'âge de 2 ans. Il consacre depuis beaucoup de temps à cette passion, qu'il a mené à suivre un stage au jardin de Kew, soutenu par une branche Charles de Gaulle, British Council, et la Société française d'orchidophilie. Puis a rédigé plusieurs articles dans des journaux spécialisés français et étrangers. Il est rédacteur en chef de l'Orchidophilie, la revue de la Société française d'orchidophilie. Il a publié un ouvrage sur le genre Phalaenopsis, disponible uniquement au format électronique, en anglais et en français. Je vous présente David Lafarge. Merci Calvin. Merci à tous. J'espère que vous allez apprécier cette présentation. Je suis très content de parler aux orchidophiles canadiens et peut-être à des orchidophiles français également qui nous écouteront. Donc on va parler un peu des Phalaenopsis bleus, mais d'abord je voudrais parler du bleu dans les plantes en général. Donc la couleur bleue en fait est assez difficile à définir dans le monde végétal et en particulier dans les fleurs. Parce que souvent il s'agit d'un violet pâle ou d'une couleur lavande plus que d'un bleu vraiment franc et d'un bleu très soutenu. Donc la plupart du temps ce qui se passe c'est que des fleurs qui sont habituellement roses peuvent être appelées bleues quand elles ont une nuance violette ou lavande, même si cette nuance est très légère. Donc le véritable bleu est très rare dans la nature pour les fleurs. Le bleu pour les animaux, les plantes est vraiment rare et il est plus fréquent dans les minéraux. Mais les horticulteurs ont sélectionné les meilleures formes pour le jardin pour avoir les choses les plus bleues possibles. Donc voilà quelques exemples de fleurs bleues dans la nature. Donc on a la première photo en haut à gauche qui est un pavot, qui est celui qui sert à produire l'opium, ou en tout cas un pavot proche de ça. Vous avez une gentiane à côté, des muscaris, des iris ou des myosotis. On voit déjà les nuances qu'il peut y avoir dans ces plantes qu'on trouve dans la nature. Bleu, la première qui est vraiment bleue, la gentiane aussi, et les autres qui ont des nuances de violet, donc du pigment rouge aussi qui est présent. Voilà ensuite des plantes qui ont été sélectionnées pour le jardin. Donc on a un hydrangea dans la première photo, un hydrangea bleu, d'autres plantes avec notamment une solanacée qui est de la famille de la patate qu'on trouve ici, un pélargonium qui a été choisi pour sa couleur, des hypomées ou belles de jour, une clématite, et là aussi on voit qu'on a une gamme de couleurs qui peut aller du violet lavande jusqu'à un bleu plutôt soutenu. Voilà. Déjà, on voit bien toute la gamme qu'il peut y avoir au jardin. Donc, si on en arrive aux orchidées bleues, il y a quelques espèces qui peuvent vraiment être appelées bleues, une en particulier. Plusieurs espèces, par contre, ou variétés qui sont lavande, ou on appelle ça cerulea, qui est le latin pour dire violet ou lavande, enfin un rose en fait teinté de bleu. Et ces variétés cerulea qui sont très recherchées par les collectionneurs d'orchidées parce qu'elles sont souvent plus rares. C'est un peu comme les variétés blanches ou alba et toutes les variétés de couleurs que les amateurs d'orchidées aiment collectionner et sont prêts à payer très cher. Donc les orchidophiles ont tendance, et les producteurs d'orchidées ont tendance à appeler facilement bleue une orchidée, même si elle est légèrement violette, parce que ça permet de la vendre plus cher et de faire plus de bénéfices et de vendre des plantes un peu différentes aux collectionneurs. Donc voilà l'orchidée qui est la plus bleue connue dans la nature, qui s'appelle Telemitra crinita, qui est une plante qui pousse en Australie, au sud de l'Australie, qui est une petite plante terrestre. Elle ne fleurit qu'après les incendies de forêt, donc elle est très difficile à cultiver. Donc on voit bien sa couleur, les pétales et les sépales se ressemblent beaucoup. On a même le label de la plante qui est très proche des pétales sur les côtés. Donc c'est une orchidée assez simple dans sa forme, mais avec une couleur vraiment extraordinaire, qui malheureusement ne se cultive pas.
Donc ensuite, quelques autres espèces bleues. Donc deux d'Isa qui auparavant étaient dans le genre Herschelia, mais qui ont été changées récemment et révisées récemment. Donc d'Isa borii, qu'on voit ici, avec ce label très surprenant, découpé avec des sortes de petites papilles comme ça qui s'échappent du label, et vraiment de la couleur très bleue sur les pétales et les sépales. Un autre d'Isa qui a une très belle couleur, c'est d'Isa graminifolia, où là on voit quand même que le label est déjà un peu plus violet, qu'on a plus de pigments rouges dans cette fleur, avec les pétales et les sépales qui eux sont plutôt très bleus, et le label donc avec ce rouge. Donc voilà, mais ces trois plantes qui sont les trois espèces les plus bleues dans la nature se cultivent mal ou pas du tout. Donc ce ne sont pas des plantes qu'on peut trouver facilement pour les cultiver dans la maison. Il faudrait au mieux les cultiver dans le jardin, mais ce sont des plantes de climat méditerranéen, donc l'Afrique du Sud et l'Australie, et il serait difficile de les cultiver dans d'autres climats. Donc, et à l'intérieur, elles supportent mal parce qu'il leur faut une période très froide à l'extérieur, qui sont peu compatibles avec la culture en intérieur. Donc si on en arrive à des plantes qu'on trouve plus souvent dans les cultures, la plus connue des orchidées épiphytes appelée bleue, c'est Vanda cerulea, donc le nom de l'espèce qui est directement cerulea, comme le lavande en latin. On voit ici une forme qui a été déjà assez sélectionnée, donc on en trouve beaucoup. On voit que la couleur est déjà très belle, avec ces motifs en damier sur les pétales et les sépales qui sont très caractéristiques, et une très jolie couleur lavande bleutée. Ce cas-là est particulier parce que la variété rare de cette espèce, c'est la variété rose qu'on a ici, qui en fait est celle qui est la plus recherchée, qui est le Vanda cerulea de variété rose, et qui est en fait celle qui est la plus chère, ce qui est un cas particulier dans les orchidées. Donc d'autres orchidées qui peuvent être appelées bleues, on a le Lelia diana qu'on voit sur cette image, dans la variété cerulea, qui ici n'est pas particulièrement bleu mais plutôt violette, c'était l'exemple de tout à l'heure, et on a donc le label qui lui est violet assez soutenu, et le reste de la fleur qui est d'un lavande ou lilas relativement pâle. Une plante avec une couleur plus soutenue, toujours dans la famille des Cattleya, enfin Cattleya purpurata, avec une photo de notre ami Henri Oakley qui a cette magnifique plante. On voit que le label est très coloré, le reste des pétales est aussi bien coloré, mais encore une fois il est plus lavande ou violet que bleu. Donc voilà des exemples de couleurs qu'on peut avoir. Le dernier dans les autres formes, avant de passer au Phalaenopsis, c'est ce Dendrobium victoria reginei, avec une très jolie photo de Greg Alikas, où là aussi on voit la couleur violette qui est assez soutenue et proche du bleu, mais on voit sur le bouton qui n'est pas ouvert en haut qu'il y a quand même beaucoup de rouge dans la fleur mélangé au bleu, et ça se voit vraiment très bien sur le bouton ici. Maintenant, on va en arriver au Phalaenopsis. L'espèce n'est bleue dans la nature, on n'en connaît à ce jour aucune. Peut-être qu'on en découvrira, mais pour le moment, on n'en connaît pas. Cependant, il y a des variétés cerulea qui sont connues dans quelques espèces, mais ce n'est vraiment pas la majorité. Dans le genre Cattleya, par exemple, il y a beaucoup d'espèces dans le groupe Labiata ou dans les Lélia qui ont des variétés cerulea, mais dans les Phalaenopsis, il y a assez peu d'espèces qui ont ces variétés. Ce qui fait que la couleur bleue est réellement très recherchée, puisqu'elle est vraiment rare dans les Phalaenopsis, et donc les amateurs et les collectionneurs recherchent beaucoup cette couleur, ce qui veut dire que les horticulteurs travaillent très dur pour créer des Phalaenopsis bleus et sélectionner des Phalaenopsis bleus. On va donc voir quelques exemples. On va commencer par les espèces les moins courantes. Donc ici on a le Phalaenopsis lowii avec la variété classique qui est rose avec le label rose, une teinte rose sur les pétales et les sépales à la base. Cette espèce qui est trompe au niveau des pollinies, qui s'appelle un proboscidium, et ça donne le nom à ce groupe de Phalaenopsis qui s'appelle sous-genre Proboscioides, parce que proboscidium, ça veut dire trompe d'éléphant en latin, et voilà, donc on voit ici cette forme de trompe d'éléphant qui pend devant les pollinies. Donc sur la variété qui est à droite, on voit bien que le label est presque bleu,
avec un peu de teinte lavande sur la colonne et sur la base des pétales et des sépales. Mais on voit bien que la fleur entière n'est pas bleue. Donc voilà le premier exemple, c'est une variété très rare qu'on rencontre très rarement dans les collections. Une autre espèce qui peut correspondre à ces variétés bleues, c'est ici Phalaenopsis tenialis, toujours dans un Phalaenopsis miniature. On a donc la variété normale qui est rose ici en haut, avec un rose pâle sur les pétales et les sépales, et le pollen et le labelle qui sont d'un rose plus soutenu. Et sur la variété, sur la photo la plus grande, on voit que le labelle est beaucoup plus violet, et les pétales et les sépales sont d'un lilas assez pâle autour, mais quand même beaucoup plus bleuté que le reste. Il faut savoir que cette espèce est une espèce miniature qui perd ses feuilles pendant la saison sèche dans la nature, et qui peut les perdre également en culture, et qui a donc besoin d'une saison plus fraîche et de repos au moment où elle a perdu ses feuilles. C'est une espèce difficile à cultiver en appartement, parce qu'il est assez difficile de lui apporter les conditions de repos, de fraîcheur et d'humidité qu'elle demande si on n'a pas une serre froide à notre disposition. Donc voilà, une espèce qui est très belle, mais là aussi difficile à cultiver et qu'on rencontre rarement dans les collections. Encore une espèce rare, Phalaenopsis appendiculata. On a à gauche la variété normale qui est rose et à droite la variété bleutée. Mais dans ce cas, la variété bleutée est vraiment très, très semblable à la variété normale, puisque ici on peut même se dire que c'est uniquement la photo qui donne un aspect bleu à la plante et pas la plante qui est particulièrement bleutée ou qui a une teinte vraiment différente. On arrive maintenant aux espèces importantes pour la sélection et pour les hybrides par la suite. La première, c'est Phalaenopsis pulcherrima. Donc ici, on voit très bien que la première plante qui est ici, la première plante qui est de la variété normale, rose. On voit aussi des attaques de cochenilles qui ont eu lieu sur cette plante qui les attirent très facilement. Malheureusement, donc la première variété qui est rose, qui est la variété normale, cette plante a souvent été utilisée en hybridation parce qu'elle permet d'avoir des fleurs plus rondes et elle permet aussi d'avoir des hampes florales et des inflorescences qui sont érigées vers le haut et qui ne sont pas retombantes, ce qui a été très utilisé pour les hybrides. Et donc on voit deux exemples de variétés bleues. La première ici en haut qui est une variété bleue assez classique des variétés cérulaires, avec le label plus marqué et le reste de la fleur qui est d'un lavande assez pâle. Et ensuite, on a ici ce clone ou ce cultivar qui, lui, est d'un bleu beaucoup plus soutenu, toujours assez violet, mais qui est quelque chose d'une teinte très indigo. Donc c'est une plante qui a été récompensée plusieurs fois pour des jugements. Malheureusement, cette plante aujourd'hui dans ma collection est morte il y a quelque temps. Heureusement, j'avais eu le temps de la diviser et d'en offrir des divisions à des amis collectionneurs, donc il est encore possible de trouver cette plante quelque part. Une autre espèce qui a été très importante dans l'hybridation et dans la sélection, c'est Phalaenopsis equestris, qui est une petite plante qui fleurit très facilement et qui fleurit très vite après sa sortie de flacon et après le semis, ce qui en fait une plante intéressante pour les collections. Donc la variété normale, c'est une variété à petite fleur rose avec un label rose plus soutenu et un très joli callus à la base du label ici qui est jaune avec des ponctuations rouges, qui donne un beau contraste et qui est vraiment intéressante. Et on a donc beaucoup de variétés de couleurs, il y a beaucoup de choses différentes et ces fleurs varient très vite. Il y a des plantes avec des fleurs roses très soutenues, il y a des fleurs complètement blanches, des fleurs blanches avec le label jaune entièrement, des fleurs blanches avec le label orange. Et il y a aussi une variété avec donc les fleurs blanches un peu bleutées et surtout le label qui lui est d'un bleu beaucoup plus soutenu avec un peu de rayures qui est un peu stripé. Et toujours ce callus qui contraste et qui donne un beau contraste avec la plante. La troisième espèce de Phalaenopsis intéressante pour ces variétés bleues et qu'on connaît, c'est Phalaenopsis violacea. Donc on voit ici la variété normale qui a des fleurs roses avec un label rose plus foncé. Et ici la variété bleutée, donc avec ses pétales et ses sépales qui ont une teinte violet-bleu à la base, et les pointes des pétales et des sépales qui sont vertes et qui apportent un très beau contraste là aussi à la fleur. Et ce label qui est d'un bleu-violet beaucoup plus soutenu, avec toujours du jaune à la base aussi, qui donne un très beau contraste et un effet visuel qui est très, très agréable.
Donc, il y a aussi une espèce très proche de Phalaenopsis violacea qui est Phalaenopsis bellina, donc avec la variété normale qui est rose au centre et verte sur le bord, et la variété qui elle est plus bleue. Donc ici on voit une variété qui est d'un bleu assez soutenu, qui en fait m'amène à parler d'une histoire un peu particulière qui est celle de ce qu'on appelle les lignées Norton. Donc en fait l'histoire des lignées Norton, c'est l'histoire de Michael Ooi, qui est un cultivateur d'orchidées de Malaisie, qui un jour, lors d'une visite croisée avec H.P. Norton, ils ont fait des visites, H.P. Norton a été en Malaisie voir Michael Ooi, et Michael Ooi est venu rendre visite aux États-Unis à H.P. Norton. Et donc pour se donner des souvenirs entre eux, ils se sont échangés des flacons et des plantes, et Michael Ooi a notamment offert à H.P. Norton un flacon de Phalaenopsis violacea, qui n'avait rien de particulier a priori, c'était simplement un petit geste et un cadeau pour le souvenir. Et donc Norton a fait de la sélection sur les plantes issues de ce flacon, parce que c'était des plantes qui poussaient très bien et très vite. Et après plusieurs années, il a vendu un flacon lors d'une vente de l'International Phalaenopsis Alliance, IPA. Et lors de cette vente, il y a des gens qui en fait ont acheté un flacon de Phalaenopsis violacea pour $80, en pensant que c'était une folie de dépenser autant d'argent pour une espèce assez commune. Donc ils étaient un peu... Tout le monde leur a dit qu'ils étaient fous d'avoir dépensé autant. Mais bon, c'est pas grave, ils étaient contents de donner un peu d'argent à l'IPA pour les aider, pour faire des actions d'éducation notamment et de protection des phalaenopsis et mieux les connaître. Mais au bout de quelques années, ils ont fait fleurir les plantes qui étaient dans ce flacon, et on va voir les photos après, mais ils ont finalement pas du tout regretté leur achat. Ils se sont retrouvés avec une plante qui était extraordinaire, où ils ont tout de suite envoyé la photo chez H.P. Norton, qui a sans aucun doute demandé qu'ils lui rendent cette plante, ou ils voulaient racheter la plante, mais ils n'ont jamais voulu la lui redonner. Et vous allez voir pourquoi, et on comprend très vite. Donc voilà la photo des plantes. Donc c'est une plante vraiment extraordinaire, qui a surpris tout le monde. Personne pensait qu'une plante pareille pouvait exister. Beaucoup de gens ont cru que la photo avait été passée sur Photoshop, en fait, au tout début, jusqu'à ce qu'ils puissent prouver que c'était bien la plante qui avait cette couleur. Donc très vite, tous les cultivateurs de Phalaenopsis ont voulu acheter ces plantes. Elles ont coûté très cher pendant longtemps. Aujourd'hui, elles deviennent un peu plus accessibles, mais elles coûtent toujours beaucoup plus cher qu'un Phalaenopsis violacea classique. Donc ici, on voit que la couleur bleue a gagné toutes les parties de la fleur, avec un labelle qui est particulièrement coloré, très foncé, très saturé en couleur, et le reste des pétales qui là aussi, on a presque plus de vert, on a toute la fleur à part les pointes qui sont encore vertes, mais tout le reste de la fleur est très bleu, violet, assez foncé. Voilà un autre exemple, un peu plus clair, qui a été primé à la OS récemment avec un AM. Donc toujours des très très belles fleurs qui arrivent comme ça avec ce Phalaenopsis violacea des lignées Norton. Le problème avec ces plantes, c'est quand on essaie de faire des lignées de Phalaenopsis bleu avec ces plantes, très souvent si par exemple on prend ces deux dernières plantes et qu'on les croise pour avoir des graines, parmi les enfants qu'on va obtenir et les plantes qu'on obtiendra, de plantes qui seront de ce type, c'est-à-dire roses entièrement unies et solides, complètement saturées, qui sont très belles aussi, mais qui perdent entièrement la partie bleue. Probablement qu'on ne connaît pas encore la régulation des gènes qui donnent la couleur bleue, et qu'il n'y a pas qu'un gène de pigment, mais aussi d'autres choses qui viennent pour réguler et qui créent cette couleur bleue ou rose, selon les conditions aussi et selon la génétique. On ne connaît pas encore bien, mais en tout cas, c'était l'un des problèmes qu'on atteint aujourd'hui, c'est cette difficulté à stabiliser la couleur bleue dans ces groupes de Phalaenopsis. Donc voilà pour ce qui est de la sélection de lignes. L'autre façon d'avoir des Phalaenopsis bleus, c'est de créer des hybrides, soit en croisant des variétés céruléa avec des formes normales d'autres espèces, soit en croisant des formes céruléa entre elles pour augmenter la couleur bleue à l'intérieur. On a donc eu différentes pistes qui ont été essayées par les horticulteurs et les créateurs d'hybrides d'orchidées, mais très peu ont fonctionné pour donner des vrais hybrides un peu de couleur bleue. Et principalement, ce qu'on a pu obtenir, ce sont quelques novelties, ainsi que des hybrides à petites fleurs. Mais pour le moment, on n'a obtenu aucun hybride de type standard bleu, tels que les hybrides à grandes fleurs blanches et rondes, qui sont celles qu'on voit le plus souvent dans les collections de Phalaenopsis et qu'on aimerait pouvoir avoir de couleur bleue. On va donc voir
les quelques hybrides bleus qui ont pu être créés au cours du temps. L'un des premiers, ça a été le Phalaenopsis Siam Triger, donc qui est un hybride entre Phalaenopsis pulcherrima et Phalaenopsis lowii, qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve très bien la forme du Phalaenopsis lowii avec cette trompe d'éléphant qui est un peu raccourcie, la forme ronde du Phalaenopsis pulcherrima qui est encore là. Mais l'autre avantage de cette plante, au-delà de sa couleur, c'est que ça permet d'avoir quelque chose qui ressemble à Phalaenopsis lowii, mais avec des hampes érigées, donc qui se trouvent verticales vers le haut, et des plantes beaucoup plus faciles à cultiver que le Phalaenopsis lowii, qui est pas toujours facile à cultiver correctement en appartement. Ici, on a la forme normale rose, et donc ici une forme bleue, où on voit bien que c'est le labelle et la colonne qui sont bleutés. Le reste de la fleur est d'une couleur lavande très claire. Un autre hybride qui a pu être créé dans les tons de bleu, ça a été ce Phalaenopsis Purple Gem, qui est un hybride d'Equestris, encore une fois croisé avec Pulcherrima. L'avantage de cette plante, c'était qu'elle a obtenu de Equestris sa floraison très facile et abondante. On a des hampes florales et des inflorescences qui se ramifient très librement quand elles poussent et qui donnent de nombreuses fleurs assez serrées sur la hampe, avec une bonne coloration, le labelle qui est particulièrement bien coloré, et une coloration générale qui est très intéressante. Le dernier hybride bleu qui a réussi à être créé, c'est encore une fois le Phalaenopsis pulcherrima qui est dans les parents, cette fois avec Phalaenopsis violacea. Donc on voit bien que le Phalaenopsis pulcherrima a été très très utilisé parce qu'il transmet facilement sa couleur qui est un caractère dominant chez lui. Et donc quand on trouve un Phalaenopsis pulcherrima de variété Cerulea ou bleu, quand on l'utilise avec des hybrides, on a assez facilement une bonne couleur qui est transmise à la descendance. On voit ici une caractéristique de Violacea qui sont les lobes latéraux du labelle qui sont jaunes, ce qui donne un joli contraste pour la plante, et le labelle qui est très foncé, et ici le reste de la fleur qui est assez bien coloré en bleu. Le problème avec cet hybride, c'est que les hampes florales de Phalaenopsis pulcherrima sont allongées et droites vers le haut, et celles de Phalaenopsis violacea sont beaucoup plus courtes et ont tendance à pencher ou à être pendantes. Et du coup, quand on mélange les deux pour faire un hybride, on a souvent des inflorescences qui sont déformées et qui vont se retrouver dans des stades intermédiaires qui sont pas toujours très intéressants. Donc ça, c'était le gros problème de cet hybride. Donc voilà, pour les hybrides, les problèmes qu'on a eus, c'est donc qu'on n'a pas pu atteindre les standards blancs de grandes fleurs et que tous ces efforts d'hybridation ont échoué pour le moment et se trouvent toujours bloqués par quelque chose avec des petites fleurs ou des fleurs qui ne conviennent pas ou des formes qui peuvent être mauvaises et des formes jugées par les juges d'orchidées ou qui ne rencontrent pas un grand succès dans le commerce. Mais les horticulteurs hollandais des Pays-Bas ont trouvé une solution, parce qu'ils ne sont jamais à court d'idées pour trouver des solutions pour avoir des fleurs de couleurs inconnues. Donc ils ont décidé de créer un hybride entre un Phalaenopsis blanc tel qu'on les voit souvent et un flacon de bleu de méthylène, donc un produit chimique. Le résultat n'est pas forcément très naturel, voilà ce que ça peut donner. Donc on a bel et bien un grand Phalaenopsis avec des fleurs bleues, de ce bleu très artificiel, qui pourrait être satisfaisant, bon, à condition d'aimer ces plantes un peu artificielles, mais pourquoi pas après tout si ça plaît au public. Le problème de ces fleurs, c'est que très rapidement, en fait, ils prennent le bleu de méthylène et ils l'injectent dans l'inflorescence. Et le bleu de méthylène remonte dans les vaisseaux de l'inflorescence. Et par les mouvements de la sève et de l'eau, il se retrouve dans les pétales et dans les fleurs des plantes. On voit bien ça. Mais donc c'est un mouvement des pigments à travers la hampe florale et les plantes. Et assez rapidement, puisque la sève continue à circuler, le pigment est transporté et il s'accumule dans des endroits spécifiques de la plante. Il s'accumule notamment dans le labelle et il quitte le centre des pétales et des sépales pour aller sur les bordures des pétales et des sépales. Et on voit bien que ce sont les veines et les nervures qui transportent le pigment et qui sont beaucoup plus colorés que le reste de la fleur. On voit aussi que le dos des fleurs se retrouve très fortement coloré, et on a même le pédoncule des fleurs ici, qui lui aussi se retrouve coloré en bleu. Ce qui, à un certain point, devient beaucoup moins joli et intéressant, donc cette coloration qui, comme ça, artificielle,
passe complètement et devient quelque chose de beaucoup moins joli et beaucoup moins compact et uniforme. L'autre problème, c'est que quand on va vouloir faire refleurir ces plantes, la prochaine floraison, forcément, ne sera pas bleue puisque le colorant bleu ne reste pas dans la plante. Quand la hampe fane ou quand on la coupe, on n'a plus le colorant bleu et du coup, la floraison suivante, on a des fleurs blanches uniquement et il faudrait repiquer la plante avec le colorant pour qu'elle redevienne bleue. Et repiquer la plante avec le colorant, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous dans un appartement ou à la maison en tant que particulier et que collectionneur. Donc voilà, le problème de ces plantes, c'était la limite. En fait, on a effectivement des phalaenopsis à grandes fleurs bleues, mais elles ne sont pas naturellement bleues, elles sont colorées par un produit chimique bleu, avec une couleur qui s'atténue dans le temps et surtout une floraison qui est écourtée parce que le produit chimique abîme les fleurs et bouche les vaisseaux et donc les fleurs fanent beaucoup plus vite et tombent plus rapidement. La floraison suivante qui donnera des fleurs blanches. Et aussi un autre problème important, c'est qu'en faisant les injections, on peut transmettre aux plantes des infections par des bactéries, par des champignons, des virus également. Et ça, les virus, c'est un vrai problème parce qu'une fois que la plante est infectée par des virus, il n'y a aucun moyen de la soigner, il faut de la traiter, il faut la jeter et la détruire pour que le virus ne soit pas transmis au reste de la collection. Donc c'est un vrai risque de transmettre les virus par ça. Et on a aussi cette utilisation de produits chimiques qui peuvent être toxiques pour la plante et qui écourtent sa vie et qui peuvent vraiment l'abîmer. Récemment en Europe, on a vu des plantes qui ne sont plus des phalaenopsis mais des dendrobium nobile qui ont été traitées de la même façon et où les feuilles et les cannes sont également colorées en bleu, ce qui abîme considérablement la plante. Puisque dans le cas du dendrobium nobile, on ne peut pas injecter dans la hampe florale uniquement, ils injectent directement dans toute la plante, à la base des cannes du colorant. Donc voilà, la situation aujourd'hui, c'est qu'on sait que l'hybridation classique aura beaucoup de difficultés à donner des hybrides bleus à grandes fleurs, qu'on a atteint un plafond de sélection avec les phalaenopsis de la lignée Norton et qu'à moins d'une nouvelle grande surprise, il sera difficile de faire beaucoup mieux sur la sélection de fleurs. L'autre chose, c'est qu'on sait que les hybrides blancs standards à grandes fleurs sont difficiles à croiser avec de nouvelles espèces ou avec des novelties parce que très vite on perd fleurs avec une très bonne forme, très ronde et très pleine, très plate. On a très vite des fleurs qui deviennent plus petites, avec des formes qui sont un peu moins bonnes, donc il faudrait vraiment très longtemps et plusieurs générations d'hybrides pour obtenir peut-être des hybrides standards bleus de bonne qualité. Et donc tout ce travail d'obtention de ces hybrides coûterait très cher parce qu'il faut de longues générations avant d'atteindre le but. Donc voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ? On sait aujourd'hui que les biotechnologies sont de plus en plus faciles à utiliser, de plus en plus efficaces, puissantes, facilement disponibles pour des prix de plus en plus raisonnables et des coûts qui sont réduits au fur et à mesure. On sait qu'on utilise ces biotechnologies pour produire des organismes génétiquement modifiés comme des maïs qui peuvent résister à un insecte, des maïs qui peuvent résister à un désherbant ou un pesticide, ce qui permet de traiter plus efficacement en agriculture et d'avoir des progrès en agriculture. Mais ces technologies, comment peuvent-elles aujourd'hui en fait aider l'industrie des orchidées? Et comment on peut imaginer que ces biotechnologies vont être récupérées par l'industrie des orchidées de la même façon qu'elles ont été utilisées par les grands fabricants de semences tels que Monsanto, DuPont ou d'autres, ou Bayer, qui peuvent utiliser ces biotechnologies pour fabriquer des semences d'un nouveau genre aujourd'hui. Donc voici une petite plante qui pousse dans les montagnes du Japon, qui est très commune, comme son nom l'indique. Vous le voyez, son nom c'est Commelina communis, donc communis comme plante commune. Donc c'est une petite plante de la famille des Tradescantia, ou des misères, qui pousse dans les montagnes japonaises et qui a une petite fleur bleue, vraiment d'une jolie couleur bleue. Et c'est une plante qui a été très étudiée par les scientifiques parce qu'elle est facile à cultiver et à faire fleurir. Et aussi qu'elle a des stomates. Donc les stomates, ce sont des trous dans les feuilles qui permettent aux plantes d'échanger les gaz avec l'atmosphère et donc de respirer et de faire la photosynthèse. Et donc ces stomates sont faciles à observer. Dans certains cas, on peut même arriver à les voir à l'œil nu ou avec simplement une loupe sans utiliser de microscope.
Donc c'était une plante qui a été très utilisée dans les laboratoires scientifiques pour cette raison-là. Et comme ils avaient cette plante dans les laboratoires, ils se sont dit aussi qu'ils allaient étudier comment les pigments bleus s'accumulent dans la fleur, parce que voilà, ils avaient des plantes, et donc ils ont utilisé cette plante pour étudier la coloration bleue chez les plantes. Donc ils ont très bien compris comment l'accumulation des pigments se déroule, et ça leur a permis de connaître les gènes qui sont à l'origine de toute cette coloration et comment la pigmentation est codée par l'ADN de ces plantes et par le DNA des plantes. Donc comme les Japonais ont une culture où le bleu est une couleur très importante, parce que c'est une couleur qu'ils aiment avoir dans leur vie de tous les jours et qui leur apporte la chance et du bonheur dans la vie de tous les jours, euh, ils ont en fait, premièrement, ils ont décidé d'utiliser cette plante bleue pour fabriquer une pastèque à la chair bleue. Donc en fait, ils ont ils ont intégré un gène de la plante qu'on a vue juste avant dans la pastèque pour obtenir cette chair bleue, qui a exactement le même goût que la pastèque normale, même si c'est un peu impressionnant au début. Et donc voilà, donc ils avaient réussi à créer un OGM, enfin un GMO de ces plantes-là avec une pastèque et ce gène de Commelina communis. La prochaine étape, c'est une équipe qui s'est dit, après tout, est-ce que c'est pas ça la solution pour avoir ce fameux Phalaenopsis bleu qu'on cherche depuis si longtemps et qu'on pourrait obtenir? Donc ils ont fait la même chose qu'avec la pastèque avec un Phalaenopsis, et voici le résultat. Et donc c'est un Phalaenopsis à fleurs blanches dans lequel ils ont intégré le gène bleu de la petite plante de montagne. Et une fois qu'ils ont fait ça, la plante produit des fleurs tout à fait bleues et de façon naturelle. Là, on n'a pas du tout d'injection de colorant. C'est la plante qui, en fleurissant, toute seule, fabrique cette couleur bleue et qui lui donne cette couleur bleue soutenue, un peu violette, mais qui est quand même un grand progrès dans le... Donc voici la présentation des plantes au Japon. Elles sont présentées dans des vitrines qui sont blindées, de façon à ce qu'il soit impossible de voler du pollen ou de voler une portion de la plante, puisque si on volait une portion de plante, on pourrait faire un clone avec, et les Japonais ne veulent pas qu'on puisse leur voler le secret de fabrication de cette plante, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la technique nécessaire pour les produire en grande quantité et en masse, pour pouvoir les vendre plus largement à la population. Donc voici où on en est aujourd'hui. On sait que les Phalaenopsis sont la plante en pot et la plante d'intérieur la plus vendue dans le monde. C'est un énorme marché. En 2012, il me semble que ça correspondait à environ 2 milliards de dollars de marché pour le Phalaenopsis. Et donc obtenir ce Phalaenopsis bleu génétiquement modifié, ça serait probablement une des grandes étapes pour le marché de masse. Et sans aucun doute, les gens seraient beaucoup plus prêts à acheter un organisme génétiquement modifié qui est décoratif plutôt que quelque chose qu'ils doivent manger. Donc c'est probablement une des façons dont les OGM vont petit à petit s'intégrer chez nous et dont on va prendre conscience qu'ils nous entourent progressivement. Et l'autre question qui sera vraiment intéressante à savoir par la suite, c'est comment ces Phalaenopsis bleus génétiquement modifiés vont se comporter en tant que parents pour de nouveaux hybrides dans le futur. Donc on va voir ce qui se passe, mais on peut imaginer que ce Phalaenopsis bleu, on va maintenant pouvoir l'hybrider et le croiser avec d'autres espèces ou d'autres hybrides et transmettre ainsi la couleur bleue à toute une génération de nouvelles plantes. Et ça pourra donner des hybrides qui vont devenir très intéressants avec de la recherche à nouveau qui va être très intéressante à regarder. Donc voilà pour les Phalaenopsis bleus. J'espère que cette présentation vous a plu. Encore quelques mots pour vous parler de la revue du journal de la Société française d'orchidophilie, qui s'appelle l'Orchidophile, qui en est aujourd'hui à son numéro 208. Donc c'est la 47e année que elle fait 96 pages chaque 3 mois, donc 4 fois par an, 96 pages toutes en couleur, et elle traite aussi bien des orchidées françaises, des orchidées de la Méditerranée, que des orchidées exotiques, de la culture, de la protection, de la description de nouvelles espèces. Donc c'est une revue en français et elle est également accessible sur le site internet de l'association qui est www.sfo-asso.org, à vous rendre sur ce site pour découvrir notre revue. Et un dernier mot sur le congrès européen d'orchidées qui aura lieu à Paris du 23 au 25 mars 2018.
Ce sera un congrès scientifique avec une exposition internationale qui regroupera plusieurs dizaines d'exposants du monde entier, des conférences scientifiques avec des scientifiques venant de partout, des promenades à la découverte d'orchidées françaises. On aura aussi une exposition d'art botanique avec des aquarelles et un prix qui sera remis à cette occasion. Il y aura également une exposition de photographie d'orchidées qui sera sponsorisée par Canon avec des appareils photo à gagner et des prix à gagner. Et également quelque chose d'important qui est un concours de nouveaux hybrides pour les hybrides non enregistrés, et la chaîne Truffaut, qui est très importante en Europe, donnera un prix et sélectionnera une plante qu'ils demanderont à produire en grande quantité pour approvisionner tous leurs magasins en Europe. C'est donc une belle occasion pour les créateurs d'hybrides d'orchidées de venir présenter leurs plantes et d'avoir la chance de gagner cette grande opportunité dans les boutiques Truffaut. Donc je vous remercie tous pour votre attention. Je suis ravi d'avoir fait ce webinaire avec nos amis canadiens, et maintenant je vais laisser Calvin me poser quelques questions. Bon, merci beaucoup, David. C'est très, très intéressant. J'aime la couleur bleue et j'aime la forme céréalière dans toutes les orchidées. D'accord. Donc, quelques questions, si je peux. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement ajuster le niveau de pH comme nous le faisons pour les Hortensinias? Si on baisse ou augmenter le pH, on peut ajuster la couleur du rose au bleu. Alors, pourquoi ne pouvons-nous faire pour les orchidées? Alors pour les hydrangea, ce qui se passe, c'est que le pigment bleu, en fait, selon le pH et l'acidité, il change de couleur. Donc quand le pH est acide, il est rose, et quand il est basique, il devient bleu. Le problème, c'est que pour les hydrangea qui poussent dans la terre, on peut modifier le pH. On risque d'avoir des problèmes de chlorose et de culture, mais on peut corriger en apportant du fer ou d'autres éléments dans la terre. Et souvent ça fonctionne, mais pour les phalaenopsis, ils se développent très mal et ils poussent mal au pH élevé. Leur pH idéal, c'est autour de 6,5, 6. Et du coup, si on essaye de les cultiver à un pH de 8 pour essayer de les rendre bleus, ils peuvent ne pas pousser, ne pas fleurir ou mourir. Donc c'est effectivement un des problèmes, c'est qu'on ne peut pas cultiver les orchidées épiphytes à un pH élevé. Et c'est ça le problème avec les phalaenopsis. Merci, d'accord. Donc, deuxième question. Dans votre présentation, vous avez mentionné que certaines terraises d'orchidées sont bleues, mais Oui. non des épiphytes. Pourquoi? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que les plantes terrestres qu'on a vues, toutes les plantes vraiment bleues, les orchidées bleues sont des plantes terrestres. Peut-être que ça vient du sol qui permet d'avoir des degrés d'acidité différents et qu'elles savent compenser. Mais peut-être aussi que ça vient dans les climats méditerranéens, il y a beaucoup de petites fleurs bleues qui poussent en terrestre. Et peut-être qu'en fait, ces plantes-là et les orchidées partagent les mêmes pollinisateurs et que du coup, c'est une évolution qui a sélectionné des fleurs d'orchidées bleues parce que les pollinisateurs vont à la fois sur les autres plantes et sur ces orchidées. Alors que dans les orchidées épiphytes, on connaît très peu de grandes fleurs bleues de plantes épiphytes. Donc peut-être que les pollinisateurs de plantes épiphytes ne reconnaissent pas le bleu et ne vont pas polliniser les fleurs bleues, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais trouvé d'orchidées vraiment bleues en épiphyte. Hmm, c'est très intéressant, merci. Donc, lorsque les phalaenopsis bleus artificiels sont arrivés sur le marché, il était facile de rejeter ces phalaenopsis ou orchidées bleues du processus d'ajustement parce que les couleurs étaient artificielles et temporaires. Mais maintenant, à votre avis, est-ce que c'est approprié d'entrer les phalaenopsis qui a été génétiquement modifiés dans le processus de jugement? Alors c'est vrai que quand les phalaenopsis bleus qui étaient colorés par le colorant sont arrivés, euh, la question pour le jugement s'est posée pendant un petit moment, mais très vite les juges ont décidé de ne pas les prendre en compte parce que c'était une fleur qui n'était pas bleue de façon permanente, et donc on ne pouvait pas, on avait décidé de ne pas les juger. Et ça c'était très facile parce qu'on voit l'endroit où ça a été injecté, on peut les reconnaître très vite. Maintenant, avec les plantes génétiquement modifiées, euh, c'est finalement un peu le même principe que quand on crée des hybrides, c'est-à-dire qu'on mélange les gènes de différentes plantes entre elles pour essayer d'obtenir le meilleur de chacun des parents.
Et là, on a finalement pris un gène d'une plante, d'une fleur bleue pour le mettre dans un phalaenopsis. Donc je crois que les juges vont progressivement se retrouver à devoir les juger et vont certainement devoir les juger comme les autres plantes, puisqu'après tout, la plante pousse de cette façon. Et surtout, si un jour on commence à faire des hybrides de plantes génétiquement modifiées bleues avec d'autres, on n'arrivera plus à reconnaître et le bleu commencera à se répandre et ça deviendra simplement une des catégories de phalaenopsis ou d'orchidées, en plus des catégories qui existaient déjà. Et je pense que ce qui se passera, c'est qu'il y aura une catégorie plantes génétiquement modifiées qui viendra peut-être en plus des hybrides tout simples et avec peut-être d'autres critères de jugement. Mais ce sera intéressant de voir ce qu'il se passe. Oui, merci. Et l'autre question, comment pensez-vous que la communauté jugée réagira au futur? À votre avis, est-ce que c'est possible pour les juges de déterminer facilement que les orchidées ont été génétiquement modifiées? Je pense vraiment que pour le moment c'est facile parce qu'il n'y a qu'un phalaenopsis qui a été modifié et que la communauté des juges sait qu'il n'y en a qu'un et le connaît. Euh, mais petit à petit, quand il y aura eu plus d'hybrides et que cela deviendra plus répandu, ça sera peut-être très difficile de savoir si c'est une modification génétique ou si c'est un nouvel hybride. Et du coup, je pense que peut-être progressivement, dans les orchidées, les OGM prendront une place importante, peut-être même plus qu'ils n'ont réussi à en prendre, avec moins de méfiance de la part du public que le maïs ou le soja transgénique, qui ont fait beaucoup de bruit et qui se sont fait beaucoup d'ennemis. Et je pense bizarrement que pour les plantes d'intérieur, les gens seront prêts à avoir un phalaenopsis modifié bleu chez eux, dans leur environnement, alors qu'ils essaient de ne pas manger de maïs modifié. Ce qui est très bizarre comme réaction. Merci. Donc, c'est tout pour moi. Une grande merci encore pour vous de Merci. partager toutes les informations et faire la présentation pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.